fléchettes, 5 à bague bleue, tête perforante, anti-blindage, 5 à bague rouge, enduite de cyanure, causant la mort en 30 secondes. Très original. Commercialisez-le avant Noël, ça fera un malheur. Au revoir, messieurs. Et là, émetteur radio standard. À l'activation, il émet votre localisation. Ou un SOS. Voilà, c'est tout. Un pistolet et une radio. On peut pas dire que ce soit Noël avant l'heure. Pique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue et très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Noël. J'espère que mon micro fonctionne ce soir. Oui, visiblement il fonctionne. Parce que la dernière fois j'ai fait un lancement d'émission sans micro, donc c'était un petit peu gênant. Pour m'accompagner ce soir, nous avons une équipe renforcée. Nous avons Magali, nous avons Jean-Jacques, nous avons Julien, nous avons Emmanuel, nous avons Pierre et Yann. 7 personnes pour Noël, c'est exceptionnel. Une émission qui durera à peu près 1h15. Et ce soir, nous avons pris le parti de débattre, enfin pas de débattre, de faire plutôt une émission genre au coin du feu. D'ailleurs, nous aurions dû changer nos fonds et mettre une énorme cheminée en train de faire rôtir la dinde. Ça aurait pu être sympa. Noël et James Bond, c'est un lien qui dure depuis quand même extrêmement longtemps, à différents niveaux. De par les thématiques, de par les dates de sortie, et de par différentes répliques qui apparaissent à l'occasion de films, comme Moonraker, comme Skyfall, comme Le Monde ne suffit pas. Et pour commencer cette émission, et pour évoquer Noël dans le cadre de James Bond, je vais déjà laisser la parole à Yann, qui nous a fait un petit peu un inventaire à l'après-vert des différentes dates de sortie concernant les James Bond qui étaient greffées à une certaine époque, spécifiquement sur la date de Noël. Et il va nous expliquer aussi pourquoi les James Bond désormais ne sortent plus à la date de Noël. Yann, je te laisse la parole. Oh non, rapidement, c'est vrai qu'à partir d'Opération Tonnerre, les Bonds sortaient régulièrement à Noël, en période aux alentours de décembre, jusqu'à à peu près, jusqu'à Rien que pour vos yeux, non, Laisse-moi qui m'aimait, pardon. Laisse-moi qui m'aimait, qui est sorti à la rentrée, ce qui a été également le cas de Moonraker en 79. Et pour Rien que pour vos yeux, c'était même en août. Et ça a été le cas jusqu'à Permis de tuer. Permis de tuer est sorti presque dans la discrétion la plus totale en août 1989. Et après, il y a eu le hiatus de 6 ans. Et après, à partir de GoldenEye, effectivement, ils sont revenus à Noël. Et c'était un peu c'était l'événement de fin d'année. Et Bond retrouvait vraiment le côté événementiel. Et ils ont retrouvé la régularité des 2 ans de sortie. Ils sortent tous les 2 ans. Et c'était vraiment le côté, un peu comme les productions Disney. Il y avait ce côté événementiel, sortie de fin d'année, le grand spectacle qu'il fallait immanquablement voir. Et ce jusqu'au tout dernier, mourir peut attendre. Alors après, quid de l'avenir de la saga, c'est un petit peu comme pour la sortie du prochain, hein, on n'en sait pas trop. Peut-être que ça sortira à nouveau à Noël. C'est toujours un lancement très important. C'est d'ailleurs là que les blockbusters sortent. Maintenant, c'est focalisé sur l'été et Noël. À voir pour la suite. D'ailleurs, tiens, puisque tu parlais tout à l'heure du hiatus de 6 ans entre Permis de tuer et GoldenEye, aujourd'hui, GoldenEye, ça fait exactement 28 ans qu'il est sorti. Il était sorti le 20 décembre 1995. Donc, GoldenEye fête aujourd'hui son 28e anniversaire de sa sortie française en France. Donc, Ça ne nous rajeunit pas. aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il était sorti au mois de novembre. En France, il est sorti le 20 novembre 1995. Après une campagne de pub monstrueuse et un Excellent. gros placement de produit. Ouais. À l'opposé de celle de Permis de tuer, qui était d'une Oui. discrétion catastrophique. Ouais, Oui, mais ils ont oui. toutes leurs erreurs. Ah oui, non, mais là, il fallait rentabiliser, mais il y avait un placement de produit phénoménal. D'ailleurs, on va certainement évoquer, comme tu le disais, José, mais le placement de produit de la campagne de GoldenEye était énorme entre Perrier euh, et, euh,
Et je crois qu'il y avait il y avait Ben. Heineken. Perrier, Heineken, Henkel, Omega, Heineken. Yves Saint Laurent, Oui. BMW, enfin bon, BMW, la avec liste la est Z3. extrêmement longue. Je veux dire, jamais on avait vu autant de placements de produits avec GoldenEye qu'on l'avait vu à l'époque avec Moonraker. Moonraker, Bon, même ouais. si Il y Moonraker avait n'était déjà pas... Heineken à l'époque? Ou bien sûr, bien sûr. Ah ouais, tiens, Ah oui, oui, Heineken et puis je Perrier. me bon, rappelle de ça Perrier, me bien sûr, freine. mais bon, Heineken, ça m'a pas marqué. Ah, ouais, Alors ouais. que ça devait être Coca-Cola à l'origine, dans la scène de la poursuite à Saint-Pétersbourg. Mais je crois qu'il y a eu un deal qui a cédé à la dernière minute. Et puis, Et ça a été remplacé par Perrier. qu'est-ce qu'il y avait comme pub pour GoldenEye il y en avait tellement. Ah, le stylo Parker. Parker aussi, bien sûr. Oui, Excellent. oui. Ah oui. Ah, c'était pas mal. On a tous T'as joué avec, d'ailleurs. T'as le billet d'avion de la British Airways aussi dans British dans le Airways, boutique. il y avait naturellement Aston Martin aussi. Ouais. Je veux Aston dire, Martin, jamais c'était on avait pour vu Demain ne meurt autant de jamais. placements de produits que le précédent qu'il y avait eu, c'était peut-être à l'époque de Moonraker, où là, carrément, c'était une débauche de placements de produits, notamment avec Air France, avec British Airways, avec 7-Up, avec Saïko, Ah, enfin, 7-Up. moi, j'en passe les meilleurs. Et il y avait aussi Dangereusement Vôtre aussi qui était pas mal. Pas autant que Moonraker, mais il y en avait quand même aussi. Ah, et pas mal. pour GoldenEye, il y avait aussi Bollinger, qui était un des partenaires hyper Voilà. importants de GoldenEye. Ah, ça serait sympa d'ailleurs de faire une synthèse ou plutôt une hiérarchie dans les placements de produits des films. Tiens, ben voilà, ça peut être éventuellement une idée pour une Oui. prochaine émission. Une émission spéciale publicité. Bref, merci Yann pour ce petit topo concernant les dates de sortie. Et Noël, c'est des répliques qui apparaissent à l'occasion, comme vous l'avez pu le voir dans le générique, mais surtout une thématique par rapport à des films qui apparaît souvent. Et tiens, ben, je vais laisser la parole à Pierre, qui va nous parler un petit peu des romans et de la thématique de Noël, qui est quelque chose qui apparaît à l'occasion dans l'œuvre de Fleming, qui apparaît un peu moins dans les romans de Garner, dans Benson, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la thématique de Noël par rapport aux romans? Et après, on va rentrer vraiment dans le vif de l'émission. Comme ça, à brûle-pourpoint, sans l'avoir préparé, j'ai souvenir au service secret de Sa Majesté, qui se passe pendant la période de Noël. Et quand James Bond donc s'est échappé du Peace Gloria et que Tracy le récupère et donc il rentre à Londres, il arrive chez M et M est en train de préparer Noël. De mémoire, mais sans doute d'autres le diront, je crois même que M, je crois c'est le réveillon de Noël ou la veille, mais on est en plein Noël, en pleine période de Noël. J'ai pas souvenir, à moins que peut-être qu'Emmanuel a un meilleur souvenir que moi, j'ai pas souvenir qu'il y ait un autre roman qui évoque Noël dans les romans ou dans les nouvelles de James Non, Bond. j'ai pas souvenir non plus. C'est pour ça que je te posais la question pour le service secret de Sa Majesté, parce que moi-même, dans le roman, je me rappelais pas s'il y avait effectivement Noël qui était mentionné. On sait que ça se passe dans les périodes de fin d'année, mais je me rappelle plus si c'était spécifiquement mentionné ou pas. Donc, tu viens de répondre à la question. Ouais, Et ils en parlent, parce les gens vont réveillonner et ils râlent parce que justement James Bond revient du Peace Gloria et fout la merde parce que voilà, il dit bon bah allez. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Ils sont rappelés, ouais, ils sont rappelés du réveillon. Ouais, ouais. D'accord. Dans le film, il y a carrément Blofeld qui met son ange dans son propre sapin. Ouais, joyeux Noël Ben, de 07. ouais. Il souhaite Noël. Ah ouais. Excellent d'ailleurs. Célèbre Noël. Ouais. Et donc, merci Pierre pour cette petite précision. C'est vrai que les romans, c'est pas forcément évident de voir un lien avec Noël. Et surtout, ce qui est important, c'est de parler naturellement des films. Moonraker, Skyfall, Le Monde ne suffit pas, avec des références. Hop, j'ai ma caméra qui vient de planter. Hop. Je trouve un peu flou. Oui, c'est clair, ouais. L'explication. Ouais, c'est pas fluide. Vous êtes un peu flou sur mon écran. Mais le titre fin Voilà, bien loin. hop, et visiblement j'avais le diaphragme qui était bloqué. Et donc je disais, dans les films, c'est une thématique qui revient plus que régulièrement. Je parlais tout à l'heure donc de Moonraker, de Skyfall, du Monde ne suffit pas, etc. Je crois que ce sont les 3 films les plus notables, au service secret de Sa Majesté aussi, naturellement, qui évoquent la thématique de Noël. Et
Je veux dire, je vais vous poser une question personnelle. Dans le cadre des bondes, qu'est-ce que ça vous fait? Et là, je vais faire un tour de table rapide, que ça soit Emmanuel, que ça soit Jean-Jacques, que ça soit Magali, que ça soit Julien, Pierre ou Yann. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait que une fête aussi importante que Noël intervienne dans un film d'espionnage qui, a priori, n'a pas grand-chose avec le côté très ludique, très familial de Noël? Tiens, et je vais laisser la parole. Tiens, bah, je vais commencer par Emmanuel, qui est juste sous moi. Bah, je trouve ça bien. Pour le coup, ça ajoute un petit peu de piment et puis ça confère un petit côté humain à l'univers, quoi. On a beau être dans un monde de fantasy, ça nous rattache quand même à des choses assez réelles, quoi. Donc le spectateur peut quand même s'identifier à ce qui se passe dans le film. Donc je trouve ça bien, justement, cette espèce de mix entre la fantaisie et le réel. Et c'est cet équilibre-là que j'apprécie dans les Bonds de pas être D'accord, dans un monde complètement déconnant, mais être aussi dans quelque chose qui nous ramène à ce qu'on connaît nous en tant que spectateurs. Donc ça, pour le coup, j'approuve. Hein. d'accord. Yann ou Magali, comme vous voulez. Magali. Ok. Quelle galanterie. Disons que... disons que pour le côté Noël, c'est comme dire que Kiss Kiss Bang Bang est un film de Noël parce qu'il y a un peu de Noël dedans. Non, je te le laisse, Yann, promis, je n'en parlerai pas. Non, Je non, sais. j'adore. Tu cites Shane Black, merci. Je t'adore, merci. Je croyais que tu voulais Die Hard, je te le laisse si tu veux. Ah non, mais justement, j'y pensais forcément. Donc, mais merci. Merci. Tu cites du Shane Black, c'est génial, c'est parfait. De rien. Non, mais c'est important que, voilà, qu'il y ait des éléments de culture qui ressortent même dans une franchise qui a quand même quelques décennies derrière elle. Mais justement, c'est juste des éléments de contexte qui peuvent permettre effectivement une identification ou quelque chose de, voilà, de lié au quotidien. De là à dire que c'est des films qu'il faut regarder par exemple à cette période-là ou quoi, bon, Oui, non. Ça faut pas on est exagérer. d'accord, on est d'accord. Pierre ou Jean-Jacques ou Julien, comme vous voulez. Bah écoute, moi je dirais une chose, enfin, je vais prendre la parole, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où effectivement Bond, c'était le côté un petit peu plaisantin, délire, détente, et donc effectivement c'était bien. Ce qu'on a pu avec Daniel Craig, ça c'est indéniable. Et pourtant les films ont super bien marché pour Noël, alors que bon c'est pas une période où on veut se prendre la tête, se stresser, mais moi j'avoue franchement que le côté second degré. Enfin, je sais que j'attendais les films de Bond en fin d'année. Et donc, oui, c'était génial. Et donc, oui, c'est le moment où on se détend et on essaye de se relâcher avant de de rattaquer une nouvelle année. Donc, ouais, pour moi, je trouve que, ouais, qu'il y a eu un moment où, en fonction des scénarios, peut-être, ou des personnages ou des acteurs, oui, c'était peut-être plus important. Enfin, c'était assez important d'avoir ce côté décalé, détente. D'accord. Pierre ou Julien, comme vous voulez. Ben, moi, je vais commencer. Alors, pour moi, le Bond de Noël, ben, ça restera au service secret de Sa Majesté. C'est celui, ben voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a Blofeld, il est en train de décorer l'arbre de Noël. Enfin bon, c'est la période de Noël. Il y a la chanson, la deuxième chanson du film, qui est quand même une chanson de Noël, Oui, etc. c'est Donc pour moi, vrai. c'est un peu qui est le Bond de Noël. Après les autres, c'est des petits clins d'œil. Moonraker, c'est voilà, c'est Ouais. une phrase Ouais, c'est une qui fait réplique, ouais. référence à Noël. Skyfall, c'est une phrase pareil qui fait un peu presque la même. Hein, on y pense tout de Oui, suite. Bon, c'est quelque part, je me demande d'ailleurs, même si c'est pas une forme de fan service. moi, je pense aussi. Ouais. Je pense que c'est un clin d'œil. Ils se sont dit, ouais, les gens vont penser à Moonraker. Voilà. Après, bon, c'est vrai que Meurt un autre jour, il y a plus une référence à Noël à travers le personnage donc de Christmas Jones. Le monde ne Et puis suffit pas. Le Voilà, monde ne je me suffit pas. permets de rectifier, ouais. pardon? Le monde ne Le suffit monde ne pas, ouais. suffit Ça pas. ne suffit Ah, pas, oui, pas vraiment. oui, pardon, excuse-moi. Et donc là, il y a une référence à Noël. Après, je dirais que c'est pour moi le passage, l'incursion, l'incursion de Noël dans les Bondes, c'est aussi le symbole du passage du Bond adulte du début, parce que les premiers Bonds, c'est pas pour la famille. Bon baiser de Russie, Docteur No, c'est pas des films qu'on va voir en famille. C'est des films adultes, c'est violent, etc.
Et Bond, quelque part, de par son succès, est devenu un spectacle familial. Et à un moment, le spectacle familial dit à un moment, eh ben, on va faire des références à Noël pour que les enfants aient leur jouet de Noël, tant qu'à faire que ce soit un jouet de James Bond. Après, ouais, c'est pas gênant. Ouais. Et il y a aussi quand même un lourd historique aussi, c'est la bande-annonce des Diamants sont éternels, qui là, pour le coup, fait clairement référence à Noël. Et pour rebondir sur ce que disait Magali tout à l'heure, oui, effectivement, il y a Shane Black, pour la petite anecdote, Shane Black, jusqu'à très récemment, plaçait tous ses films à Noël, de L'Arme Fatale jusqu'à plus récemment, donc je sais plus si Nice Guys se passe à Noël, mais effectivement, le fait de placer Noël, une intrigue comme ça policière, comme au service secret de Sa Majesté, qui a des enjeux très importants, dramatiques, dans une période joyeuse, comme dans Die Hard, ça renforce le décalage entre l'innocence enfin, des festivités, le côté joyeux, et le danger impérieux qui menace. Et parce que c'est une fête profondément familiale, c'est une fête profondément auquel les Américains sont profondément attachés, qui est quand même un des publics majeurs Bien de la sûr. saga, on va pas se le cacher, mais même qui est une fête mondiale, on va dire. Et le fait de placer des événements dramatiques comme ça renforce ce décalage, ça renforce la dramaturgie et les effets de de l'intrigue. Donc, c'est ce décalage aussi qui est assez savoureux. Bien sûr, bien sûr. Le fait de placer des actes violents dans une fête qui est comment dire, l'innocence même et le partage. C'est pour ça qu'il y a autant de films d'horreur ou de films d'action qui se passent à Noël. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant ça. C'est intéressant ça. Pierre, quelque chose à rajouter peut-être? Oui, je rajouterais, n'oublions pas, parce que tu parlais des romans, mais n'oublions pas qu'un des meilleurs amis de Ian Fleming s'appelait Noël Coward. Ah oui, tiens, oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas pensé. Ah, joli. Fallait aller la chercher loin, celle-là. Ah oui. Et donc, tiens, par rapport à ça, puisqu'on parlait tout à l'heure des dates de sortie, est-ce que vous pensez souhaitable, et là pareil, on va refaire un tour de table, est-ce que vous pensez souhaitable que les James Bond ressortent à nouveau à la période de Noël, à la période estivale, plutôt à la rentrée au mois de septembre-octobre, comme ça a été le cas à l'époque de L'espion qui m'aimait, etc. Ou alors, bon, je veux dire, on va pas volontairement évoquer Mourir peut attendre, qui devait sortir à l'origine au mois d'avril, puis au mois d'octobre, etc. Bon, mais ça, c'était lié à la crise Covid, donc je pense pas que ça soit vraiment l'exemple le plus représentatif. Un James Bond, selon vous, doit sortir à quelle date? Plutôt au printemps, plutôt en été, plutôt à la rentrée scolaire, septembre-octobre, ou plutôt au mois de décembre. Tiens, et on va redémarrer par Magali, on va refaire un tour de table. Après, on fera une courte pause, parce que je viens de voir que mon Zoom n'est plus basculé en version professionnelle. Je ne sais pas pourquoi, il faudra que je regarde ça. Magali. Bah, pour le coup, fin d'année. Je pense. Vas-y, Mag. Ouais, je savais pas trop si On compte j'enchaînais. sur toi. Merci Jean-Jacques. Donc, je pense que fin d'année, tout simplement à partir d'octobre-novembre, je pense que c'est un bon créneau. L'été, je pense pas que ce soit idéal. Alors oui, d'accord, pour certains blockbusters, ça peut être pas mal, mais James Bond, il faut qu'il y ait une temporalité qui reste. Enfin, à mon sens, c'est cohérent si ça reste en fin d'année. Yann. Fin d'année, commercialement, c'est judicieux. Je reprends. Voilà, après une courte pause, ben, on a été obligé de redémarrer. C'est des choses qui arrivent. Donc, Yann, tu avais la parole au moment où on a été coupé. Donc, bah écoute, reprends le fil de ta conversation. Non, bah, après, commercialement, je pense que c'est plus judicieux de sortir un Bond en fin d'année. Effectivement, encore une fois, c'est la sortie événementielle. C'est pas pour rien que les Disney sortent généralement à cette date-là. Ouais. Que Mourir peut attendre soit initialement prévu pour une sortie en avril, j'ai jamais compris. Parce que c'est vraiment une période creuse. Alors, ça aurait créé l'événement, mais c'est vraiment pas le meilleur moment en termes de foule. À titre personnel, je préférerais que ça revienne en été parce que c'est vraiment là la période idéale pour les blockbusters. Le premier blockbuster, on va dire, qui a créé ce sous-genre, c'est Les Dents de la Mer, et il est sorti en plein été. Bien sûr. C'était judicieux de par la thématique,
Mais bah oui, c'est sorti vraiment en Ouais. été en plus, hein. Ah ouais, Je, je sais. je crois en juin ou juillet aux États-Unis. Mais en tout cas, bref, moi je préférerais parce que on retrouverait le côté un peu festif et léger de la, bah, comme j'ai connu quand j'étais gamin avec les bonds de la période Moore, puis Brosnan. Mais après, c'est vrai que après une période comme sombre, plus réaliste, plus sombre comme celle de Craig, et je pense qu'on se dirigera vers quelque chose comme ça, vers des bonds plus matures. La période de Noël s'y prêtera davantage, je pense. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, puisque tu parlais tout à l'heure des Dents de la Mer. Les Dents de la Mer est sorti en pleine période estivale. D'ailleurs, ça a créé une psychose sur les plages américaines. D'ailleurs, L'espion qui m'aimait était planifié pour une sortie au mois d'octobre, au moment de la sortie des Dents de la Mer. Mais par contre, le film suivant Moonraker, lui, pour le coup, est sorti au mois de juin. Et pareil, pour Rien que pour vos yeux, Octopussy a été décalé volontairement au mois d'octobre. Bon, jamais plus jamais, c'est un petit peu un cas particulier qui est sorti en France au mois de novembre. Mais après, tous les James Bond se sont calés quand même sur une période légèrement décalée. On a abandonné Noël, on est passé plutôt sur une sortie septembre-octobre. Et c'est vrai qu'effectivement, ce qui a marqué vraiment le retour de la période de Noël et des fêtes de fin d'année, ça a été vraiment, comme on l'évoquait tout à l'heure, GoldenEye. 20 décembre pour GoldenEye, je crois 17 décembre pour Demain ne meurt jamais. 17, ouais, c'est le Voilà. 17. Et après, tous les Brosnan sont sortis systématiquement au mois de décembre. Après, il faut aussi prendre en compte la transformation que subit le cinéma actuellement. Oui, Et la période n'est plus forcément signe de succès, hein. Ne serait-ce que les succès incroyables d'Oppenheimer et Barbie, qui n'étaient pas oui, forcément bien sûr. prédestinés Mm. à je veux dire, à ces vues-là. Donc, Ouais, oui, donc, ça peut être signe de succès, ça peut être signe de succès, mais il n'y a pas la même dynamique. oui, cela Une dit, il sûreté y dans a quand une même, et sécurité. j'en parle souvent, il y a quand même le précédent Permis de tuer qui est sorti en plein mois d'août en France et qui est sorti au mois de juillet aux États-Unis, qui a été un four absolument monumental. James Bond, d'ailleurs, ça sera ma prochaine question, et là on va refaire un tour de table. James Bond, peut-on le considérer, les films de la saga, comme des véritables blockbusters au point de les faire sortir au mois de juillet ou au mois d'août? Tiens, et je vais Je pense, entendre. Tiens, Emmanuel, Magali, Jean-Jacques, Pierre, comme vous voulez. mais je pense que ça dépend sincèrement du scénario et de l'acteur. Un film violent, on peut le sortir l'été. Un film comme Brosnan, oui, c'est plus léger. Donc oui, Noël se prête plus à ça. Ça me paraît évident. Donc enfin, ça va dépendre simplement du scénario, de l'acteur, de l'angle que vont faire vont avoir qu'on s'appelle Barbara et Michael. Là, de ce côté-là, on peut pas le savoir. C'est vrai qu'un film violent, on peut le sortir avec comme Daniel Craig, en été ou à Noël, il va marcher. Maintenant, un film plus léger, je pense qu'effectivement, ça sera plus pour les fêtes de fin d'année. D'accord. Magali ou Emmanuel, comme vous voulez. Ladies first. Ok. Euh, Citation de Brosnan dans GoldenEye, hein. Exactement. Là, ce soir, il y a eu très haut niveau de citation. C'est vraiment le level. non, je suis en train de me dire juste vis-à-vis de No Time to Die, clairement pour Noël, c'était pas du tout une bonne idée, c'est bien qu'il l'ait pas fait. Ouais. Mais après, est-ce qu'il faut se Et baser pourtant, sur un acteur, un scénario? Je sais pas. Je suis plus dans l'idée de garder la fin d'année. Je sais pas. Je pense que l'été, ça me ferait bizarre. Mais c'est totalement subjectif. Il n'y a pas forcément de. Exactement. Yann ou Pierre, comme vous voulez, ou Julien. Moi, Pierre, Ou attends, je vais Emmanuel. parler. Emmanuel qui avait la parole, qui a cédé avec la galanterie qu'on lui connaît. Voilà. galanterie. Tout à fait, ma galanterie légendaire. Je suis assez d'accord avec Magali sur la fin d'année. En fait, c'est, je pense, une bonne période, dernier trimestre. Alors, c'est vrai que novembre, c'est un mois, on va dire, un peu charnière parce que c'est pas tout à fait les fêtes, c'est pas encore vraiment festif. Ouais. C'est en plus voilà, l'automne on est vraiment en plein dans l'automne. C'est un petit peu terne comme mois. Enfin, c'est pas forcément celui, décembre est un mois beaucoup plus festif. Et donc, pour nous qui sommes des passionnés, bon, c'est vraiment une fête, hein. Donc ce serait décembre, ça me paraît être un mois plus sympa.
Et c'est vrai que quand tu disais, José, tout à l'heure, les Brosnan sont tous sortis en décembre, j'ai un doute parce que moi, j'ai un souvenir de Meurt un autre jour en novembre. Oui, je crois qu'il était sorti aux alentours du 17 novembre, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, en tout cas la deuxième quinzaine de novembre. Et Casino Royale, d'ailleurs, était sorti de mémoire, je crois, pour la Toussaint. Lequel? Ah bah celui de 67, hein, évidemment. Non, celui de 57. Ah oui, il est sorti celui-là, d'accord, ok. Ah, le Casino Royale 57, oui, le célèbre Casino Royale 57. Le fameux, l'incontournable. Mais tous les Craig, à part Mourir peut attendre, sont sortis en novembre, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est. Ah non, peut-être Alors, octobre pour Skyfall. après, tout dépend comment on s'entend par rapport à notre sortie. Est-ce que tu parles de la sortie américaine ou de la sortie française? De la sortie américaine, c'est la première, la première Mm. sortie. Hein. Pas pour nous, mais vraiment le moment où le film sort. Et c'est vrai que pour les Craig, ouais, on a. Ouais, Skyfall, ça devait être fin octobre. Ou non, quoique peut-être. Ah, il est pas sorti début plus novembre, tôt possible, ouais. Je crois qu'il est sorti plus tard aux États-Unis par rapport à la France. Je crois Oui, qu'il est sorti, il fin peut octobre. arriver quelquefois que les films sortent d'abord en France et ensuite en Grande-Bretagne. Non, je crois que Skyfall est vraiment sorti à Noël, hein, parce que je me souviens. Non, c'est octobre. Non, c'était. Non, en France, c'était Skyfall, c'était vraiment. Enfin, parce que moi, j'ai le souvenir de l'avoir vu. Non, il y avait un marché. Je l'ai vu à Reims. Il y avait un marché de Noël. Je suis quasiment alors sûr les Rémois fêtent Noël en novembre, on le saura. Tiens, Patrick nous précise que Meurt un autre jour était sorti le 20 novembre. Voilà. C'est possible. Ouais. Ah bah non, c'est peut-être sûr. Mais... Et donc Skyfall était sorti le 24 octobre. À quelle heure? J'ai vu le 26, donc oui. Allez, 24 octobre. Ouais, donc tu vois, c'est fin octobre pour Skyfall. Et après, il a tellement fonctionné que forcément, tu as pu le voir. Oui, exactement. Oui, et je rappelle. Il a cartonné, oui. Voilà, je rappelle pour nos auditeurs que Skyfall garde encore aujourd'hui le record de box-office d'un James Bond avec quasiment 1,3 milliard de recettes. Ce qui est quand même vraiment un niveau quasiment stratosphérique. Y compris avec le calcul de l'inflation. Exactement. Des premiers films comme Goldfinger, Opération Tonnerre, etc., qui sont derrière, je crois, deuxième, troisième, quelque chose comme ça. Ou Moonraker qui avait aussi cassé la baraque. Ouais, qui avait fait 202 millions de dollars à l'époque. Il doit être cinquième ou sixième, Moonraker. Peut-être même septième, quelque chose comme ça. Même si je pense, Pierre, que tu préférerais qu'il soit classé 26e sur 26. Oh, je m'en fous. Je suis content qu'il y ait un bon qui marque. C'est un bon qui marque, moi je suis content. Bien sûr, bien sûr. Même si je suis pas fan du film, moi je suis content qu'il ait marché. Oui, voilà. De toute façon, tous les films de James Bond, sans exception, y compris Jamais plus jamais d'ailleurs, ont tous été des succès au box-office. Ça, je veux dire, il n'y a pas eu vraiment de flop, même si on peut considérer que Permis de tuer n'a pas rempli les espérances, ça a été quand même un très très grand succès en Europe. On en avait parlé lors du live spécial Permis de tuer et ça n'a pas été un échec. Voilà, exactement. Ça, c'est une rumeur régulière que j'entends, que je lis régulièrement et qui m'agace un petit peu de dire ouais, mais Permis de tuer, ça a été un flop, c'est ce qui a justifié que la série s'arrête pendant 6 ans. Bon, ça n'a absolument rien à voir. Mais pour répondre à ta question, même les Bonds qui sont pas dans mon cœur. S'ils marchent fort et qu'ils ont du succès, ben c'est bon pour la postérité. Donc bien sûr, bien sûr. Oh, Pierre, t'es émouvant quand tu dis ça. Pour répondre à ce que tu disais, José, oui, on peut considérer. Enfin, personnellement, je considère les James Bond comme des blockbusters, mais après, faut voir que les Bonds pour moi ont toujours été des blockbusters de haut niveau. On a souvent tendance à dire que les blockbusters sont un peu des produits faits en série. Les Marvel sont clairement pour moi maintenant devenus des blockbusters faits à la chaîne. Ils se ressemblent tous. Ah ben, effectivement, Yann, on peut dire d'une certaine manière. Mais c'est un film d'auteur aussi. Bien sûr. Alors, justement, les films de Bond, ce sont plus des blockbusters que des films d'auteur. Je veux dire, avec Purvis et Wade à l'écriture et scénario, on va pas dire clairement que ce sont des films d'auteur. C'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'est ce qui me semble. Ou lors de mi-hauteur. Comme dire qu'un film de Guy Hamilton est un film d'arrêt d'essai. Voilà, ça serait pareil. Ouais, quelque part, c'en est un. C'est une façon de tenir une caméra qui est spéciale. Une façon de. C'est vrai qu'il y a une constante dans la façon de filmer, de chorégraphier un combat.
Voilà, Par façon exemple. d'Eric. Et donc, je disais. Pardon, Patrick, pardon. Spécial dédicace à Patrick, pardon. Allez, Je disais tout à l'heure que cette émission, on a évoqué la thématique de Noël à travers des répliques, à travers les dates de sortie, à travers les influences que peut avoir, etc. On a parlé de Skyfall, on a parlé de Moonraker, on a parlé des différentes dates de sortie, même si c'est toujours difficile de retemporaliser les dates de sortie, parce que bon, j'en ai découvert X et X en ce qui me concerne au cinéma, et je ne parle pas pour Pierre qui a vu son premier en 73, c'est ça, de mémoire. Ah, C'est ça. Live and Let Die. Et on parlait tout à l'heure d'une émission un petit peu au coin du feu. Et puisqu'on parlait de films de Noël, est-ce que vous êtes du genre à regarder des films de Bond à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, etc. Ou regarder ça en fonction de vos envies, etc. Et évoquer d'ailleurs, puisqu'on est en conversation au coin du feu, et il nous reste actuellement 20 minutes d'émission, ce soir, tiens, une fois n'est pas coutume, je vais vous laisser aborder le sujet de votre choix. À démarrer par ce que vous avez envie de parler. On a commencé une conversation il y a quelques jours justement avec Emmanuel, qui me parlait du fait qu'il était un petit peu inquiet du remplacement de Daniel Craig, qu'on savait par définition ce qu'on perdait, mais qu'on ne savait pas ce qu'on gagnait. Et je te rejoins là-dessus. Mais je veux dire, et je vais te répondre, puisque j'ai pas eu l'occasion de le faire, puisque j'avais un petit peu de travail. Emmanuel, ce n'est pas tant une question d'acteur pour l'avenir. Je veux dire, un acteur, si on lui offre un bon scénario, il est capable, a priori, de tout jouer. Sauf Henry Cavill, qui, de toute façon, on peut lui donner le meilleur scénario, il n'imprimera jamais la pellicule. Donc, pour Mais moi, donc, justement, un bon acteur. Il faut un bon acteur. Non, mais je veux dire, un bon acteur, s'il est bien dirigé, il est capable, a priori, de tout jouer. Ah, mais je Tout suis tout à fait dépend de la d'accord. Mais qualité est-ce du que le scénario. choix va être, est-ce que le choix va être pertinent? Et J'ose après, espérer que oui, mais l'acteur va donner le ton en même temps. On est d'accord. L'acteur va donner le ton. Quand on voit bien qu'avec Tuer n'est pas joué, ils étaient à cheval entre la période Moore et la période plus dure. Et on sent que Tuer n'est pas joué, c'est un film un peu qui cherche un un peu peu ses hybride. Ouais, marques. un peu bancal. Il est hybride. Il est un peu bancal. Et après, Permis de tuer trouve vraiment ses marques avec le style Dalton. Donc après, je pense que c'est une Tout à fait question d'accord. c'est une question de scénario, de qualité du scénario, qualité de mise en scène et enfin, On est d'accord. le style du film et l'acteur qui correspondra, qui jouera ce style et qui correspondra le mieux au ton qu'ils vont vouloir donner. Et est-ce que le public va accéder, va apprécier le Oui, personnage? est-ce qu'il va adhérer à ça? Exactement. Et ça, c'est pas évident du tout. Voilà, c'est difficile à dire. Tu sais, je veux dire, Et a priori, tu peux pas lire l'avenir. non, On mais n'en je suis sait rien. confiant parce que il y a déjà eu enfin, beaucoup de changements de ton que le public a appris sans problème. Là, je voyais, petit aparté, je lisais plusieurs articles sur l'affaire Jonathan Majors qui apparemment fout un bazar monstre dans l'écurie Marvel, bon, qui Ouais. avait commencé à anticiper un petit peu la situation judiciaire. Mais là, ils se prennent la tête apparemment à Marvel, à savoir est-ce que le public va accepter un nouvel acteur si on fait un recast, ou alors est-ce Ouais. qu'on fait un tout nouveau méchant. Ils savent pas comment le public va réagir. Mais moi, ça me fait un peu rigoler parce que le public, pendant des décennies, ne s'est pas posé de questions quand l'acteur a changé. C'était toujours le même personnage et l'acteur a changé et le public a accepté ça sans problème. On est passé d'un James Bond vieillissant de Roger Moore à un Bond beaucoup plus jeune avec Timothy Dalton. Et pourtant, c'était le même personnage de M qui faisait la transition. Bien Et sûr. ça a coulé de source. Je veux dire, à mon avis, il faut faire confiance au public. Mais les studios, maintenant, ont tellement l'habitude de prendre le public pour des bouffeurs de popcorn, pour pas dire autre chose, Oui, pour que des crétins. On va dire les choses clairement, les pour des crétins, on va crétins. pas se mentir. Hein. Voilà, c'est clair, Oui, mais pour pas dire on autre a chose. aussi l'exemple Bah, inverse. voilà, mais ils se prennent la tête pour rien, alors Pour les que. Bondes, Yann, Voilà. Oui. pour les Bondes, on a aussi l'exemple inverse. Lazenby, à l'époque, il n'a pas été accepté par le public. Oui. Après, oui. Mais à l'époque, en 69, Lazenby n'a pas été accepté. Il aurait pu Quelque être part, accepté s'il avait Dalton, fait, je pense, 2 bondes de plus, 2 ou 3 bondes de plus. peut-être. Là, ça, on peut Dalton pas refaire le Dalton film. n'a pas été accepté. Ouais. Le public s'y Enfin, retrouvait pas.
Il n'a pas été accepté Et par le pourtant, public il a fait américain. il a fait deux super opus, Dalton. C'est ça qui est terrible. Voilà, en fait, c'est le grand paradoxe. Ouais, mais je veux dire, voilà, il n'a pas été accepté par le public américain, malgré que ces deux films sont de très bonne facture. Bon, même si vous le savez, moi, j'adhère pas tellement à Tuer n'est pas joué. Par contre, je suis un inconditionnel de permis de tuer. Bon, mais ça, peu importe. Ouais, je pense que un troisième film aurait assis clairement. un peu plus le personnage, Ça, c'est l'acteur, sûr. je veux dire. C'est Ouais, bon, mais- faut pas refaire. Paradoxalement, Tom comment Cruise, tu hein. expliques que Roger Moore, qui n'était pas spécialement apprécié par le public américain, la preuve, c'est que la série Amicalement Vôtre a été un four aux États-Unis, puisque même l'intégralité des épisodes n'ont jamais été diffusés. Sur les 24 épisodes, il n'y en a que 20 qui ont été diffusés. Américain. Le public américain n'adhérait pas à Roger Moore. Alors comment ça se fait que lui, par contre, a assis tout de suite une notoriété? Alors, le public américain n'a pas adhéré, c'est pas Roger Moore. Le public américain n'a pas adhéré à Amicalement Vôtre de manière générale Oui, parce qu'il trouvait que ça se moquait beaucoup des Américains au bien travers sûr. du personnage de Danny Tony Wilde, Curtis. joué par Tony Curtis. Mais par exemple, Le Saint était une série qui avait cartonné aux États-Unis. Donc, je pense pas ils n'ont pas adhéré à Roger Moore. C'est simplement Amicalement Vôtre. Je pense que c'est une série peut-être trop british, trop. Mais c'est pas Et lié qui à a Roger Moore. cartonné en, Ils ont simplement pas de goût, c'est tout. Ils ont qui a pas de goût, cartonné les en Américains. France d'ailleurs, parce que bon, on avait quand même deux doubleurs, Michel Roux et Claude Bertrand, qui étaient hyper charismatiques. Exactement, Au niveau exactement. des voix, ça- Là, Ah, mais on est d'accord le là-dessus. grand succès d'Amicalement Vôtre en France, c'est lié, entre autres, au Ah doublage. Ah oui, c'est clair. le clairement. doublage est D'accord. exceptionnel. Dirons, et C'est fabuleux. Et t'as Mais, vraiment l'impression que les deux se sont éclatés à les doubler. Et enfin, vraiment, c'est un petit régal. Et je pense que cette relation-là, bon, je dis pas que tu l'as pas dans la version d'origine, mais peut-être qu'elle est moins appuyée. En tout cas, Oui, en c'est France, c'est ça a vrai. énormément de vraiment- répliques supplémentaires. rajoutées, hein. Il y a même des gens qui disent que justement, il y a des gens qui critiquent. Moi, j'adore, effectivement, en général, je regarde tout en VO. Effectivement, peut-être que Amicalement Vôtre, c'est une des seules séries que je regarde en français, parce que j'adore effectivement les doublages et les inventions Ouais. de Michel Roux et de Claude Bertrand. Parce ils inventaient des dialogues qui n'étaient pas. Ouais. Souvent, les personnages sont de dos et ils disent rien et eux, ils racontaient des conneries. Ah, c'est culte. C'est culte. Culte. C'est clair. Des débats dans des groupes, hein, dans des groupes Facebook où on parlait d'Amicalement Vôtre, et t'as des gens qui disent ouais, la version française, elle a dénaturé quelque part la série d'origine, etc. Ce qui n'est pas mon avis, hein, Non, personnellement. bah, je pense pas non, Elle je l'a pense pas pas non plus. dénaturé, elle l'a surélevé. Ouais, Exact, il l'a sublimé, exactement. je suis d'accord. Ouais, ouais. Ah oui, c'est clair. Mais il y a effectivement des gens avec qui on a eu des discussions sur des groupes Facebook qui disent non, la série, c'est pas ça. Elle a été dénaturée par la version française. Donc il y a aussi des gens qui n'apprécient pas Ah. ça. Nicky Larson a eu le même problème à une époque. De quoi? L'animé ou le film? Non, les animés, D'accord. il y a vraiment ces deux entités, deux itérations complètement différentes entre l'adaptation française et l'original. Maurice Sarfati faisait des voix de méchants complètement débiles, mais c'était fait de manière volontaire pour atténuer la violence du manga d'origine. Mais moi, j'ai adoré les deux. Après, c'est générationnel. Voilà. D'accord. J'ai adoré Après, les je deux. crois, Dans la je même crois aussi thématique, que débat libre, les tiens, je voudrais dialogues entendre un petit originaux- peu sur un thème de leur choix, ou Julien, ou Magali, ou Emmanuel. Je vous laisse le choix, etc. Si vous voulez, on peut lancer sur autre chose. Là, on vient d'évoquer les sorties de films, on vient d'évoquer Amicalement Vôtre, on vient d'évoquer Timothy Dalton, Roger Moore, etc. Puisqu'on parlait tout à l'heure Timothy de- Dalton, de- on peut faire un live entier, moi ça me dérange pas. Hein. Mais c'est prévu, on le fera courant Ouais, 2024. Justement, Magali, tout à l'heure, on parlait de la... Et je vais t'aider un petit peu, parce que je pense que le sujet ne te laisse pas totalement indifférente. On parlait tout à l'heure du choix de l'acteur par rapport à l'orientation qu'éventuellement peut avoir la saga. Est-ce que tu crois que c'est l'acteur qui va conditionner la suite de la saga, ou c'est justement l'orientation qui va être prise par les scénaristes et qui va faire changer? Peut-être qu'on va être dans la continuité de ce qui a été fait avec Daniel Craig, peut-être qu'on va revenir à autre chose, ou aborder carrément une thématique qu'on n'aura peut-être jamais vue. Toi, quel est ton ressenti là-dedans? Est-ce que c'est l'acteur, ou est-ce que c'est le producteur et les scénaristes
qui vont faire que la saga va prendre telle ou telle orientation. Je pense que déjà les scénaristes sont clairement dans la. Enfin, voilà, faut faire quelque chose avec ça, quoi. Enfin, ou repartir de zéro. Encore une fois, le débat Mais alors, n'a pas lieu. justement, pourquoi repartir à zéro? Quel serait pour toi l'intérêt justement de repartir à zéro? Bah là, pour être très honnête, j'ai arrêté de me poser la question D'accord. et je verrai sur le moment. Franchement, non, mais très sincèrement, j'ai lâché Ouais. toute De spéculation. possibilité de On réflexion est là-dessus parce d'accord. qu'en fait, on ne sait pas où on va, autant eux que nous, à l'instant T. Clairement, Ouais, Donc, ça c'est clair. Ouais. Bah, de on toute façon, verra. pour faire le point aujourd'hui, Franchement, on j'en n'a sais pas rien. d'acteur, on n'a pas de scénariste, on n'a pas de date, on n'a On pas n'a de pas lieu de de tournage, on n'a que réalisateur. dalle. Donc voilà, donc ça c'est clair et net. Et on n'a pas Christopher Nolan non plus. Non, Et on a ça que par les contre, Blu-ray. a priori aujourd'hui, au 20 décembre, c'est à peu près une certitude. Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est un bien? Tiens, je vais entendre Julien là-dedans, sur ce sujet-là. Nolan, est-ce que c'est une bonne chose qui finalement ne sera vraisemblablement pas le prochain réalisateur? J'aurais bien voulu voir, je sens, parce que j'aime bien ce qu'ont pu apporter les différents derniers réalisateurs au niveau du style, au niveau de peut-être une intention. Mais alors, Euh, justement, je vais te laisser poursuivre. Est-ce que la question, on va dire sous-jacente par rapport à ça, est-ce que c'est vraiment le rôle d'un réalisateur d'un James Bond de faire quelque part du cinéma d'auteur, d'apporter ses idées personnelles, ou tout simplement de réaliser un film? Voilà. Est-ce qu'il faut un technicien ou vraiment quelqu'un qui apporte ses idées personnelles, etc. Voilà. Et je te laisse continuer. Bah, moi, personnellement, je préfère avoir une démarche d'auteur. Après, je comprends totalement le point de vue qui considère qu'un James Bond doit rester sur quelque chose d'assez établi. Mais là, pour le coup, j'aime bien ce qu'a pu apporter Fukunaga, j'aime bien ce qu'a pu apporter Sam Mendes, pas dans Spectre, mais dans Ouais. Skyfall. Oui, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont pu apporter à la saga en termes en termes de visuels qui n'ont pas été vus précédemment, et même ce qu'a pu apporter Mark Forster, hein, qui a proposé quelque chose de très différent. Ouais, Après, chacun aura bien sûr. son point de vue dessus, hein. Pour le coup, j'adore être surpris, et le fait d'apporter justement des réalisateurs qui ont des visions assez fortes, moi, me réjouit. Ouais. Donc, à Nolan, j'aurais bien voulu voir ce qu'il aurait pu apporter. Ce Ouais. qu'il aurait pu apporter à la saga, au même titre qu'un Spielberg, ou à une certaine époque, hein. J'aurais beaucoup voulu voir ça. D'accord. Voilà. Tarantino. Oui. Pardon? Pierre ou Non. Emmanuel? Emmanuel, je Ouais, sens moi, qu'il je vais me dire, là, il commence à frétiller. ouais, moi, je vais me dire Oh là là. que Martin Campbell, qui a fait quand même deux Bondes, Oui. à qui on en a proposé d'autres, a dit que ça l'intéressait pas et que ce qui l'intéressait, c'était d'apporter sa touche personnelle au James Bond qu'on lui proposait. On lui a proposé GoldenEye et ça m'intéresse GoldenEye parce qu'il y a quelque chose à recréer et c'est apporter une touche perso et c'est pas simplement juste je fais un James Bond, je suis un exécutant. Bien sûr. Casino Royale, ça l'a intéressé aussi pour ça. On lui a proposé Quantum et non, ça m'intéresse pas, j'ai plus rien, je vois pas ce que j'apporterais. Ouais. Je pense que Mendes a failli ne pas faire Spectre. À mon avis, il aurait dû Mm. parce qu'il a eu l'impression qu'il avait tout dit dans Skyfall Il se répétait. et que il allait se répéter. Puis finalement, il s'est dit ouais, il y a des choses nouvelles. Puis je pense qu'il s'est planté. Mais Ouais, je suis pas je pense forcément d'accord parce que moi j'ai toujours trouvé que Spectre justement était un retour quelque part à une forme très traditionnelle de James Bond, très classique dans ses intentions, dans sa réalisation, dans sa technique. Et je trouve que Spectre finalement rentre parfaitement dans les calibres mondiens. Beaucoup dans sa plus première d'ailleurs, partie, beaucoup plus que Quantum d'accord. ou que Casino Royale. Mais bon, bref, je te laisse continuer. Voilà, mais en tout cas, on voit que ce sont quand même des réalisateurs qui sont quelque part plus ou moins des auteurs, et ce sont des réalisateurs qui se posent quand même la question, mais qu'est-ce que je peux apporter à James Bond? Et pas Voilà. simplement, je vais faire un James Bond, et puis ils se posent pas de questions, quoi. Ouais, bien sûr. Emmanuel.
Ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment. J'aime bien quand un réalisateur va apporter sa patte tout en respectant les codes esthétiques, visuels de l'univers. Et ça, pour le coup, je pense que tous les réalisateurs qui sont passés par la saga l'ont fait. Donc ça me pose pas de problème. Après, concernant Nolan, moi j'ai du mal par rapport à l'absence de fluidité dans sa narration. Moi, c'est un cinéaste avec lequel j'ai Ouais, un peu et plus de ça. mal parce que c'est toujours une façon de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et ça, justement, je pense que pour un Je suis James Bond, d'accord. c'est pas forcément adapté. D'accord. Mais Non. en soi, avoir un auteur pour un film de Bond qui va avoir une narration très fluide, ça me pose pas du tout de problème. Au contraire. Jean-Jacques ou Yann? Alors, moi, je dirais, effectivement, comme le disaient Emmanuel et Pierre, effectivement, si il y a un réalisateur qui va apporter quelque chose, qui a envie d'apporter une chose nouvelle, moi, je suis preneur. Parce qu'effectivement, ouais, ça pourrait être quelque chose de fabuleux pour relancer la saga. Et je pense que c'est peut-être plus important peut-être que l'acteur. Mais bon, ça reste à, je sais pas. Enfin, ça dépend du scénario, de l'acteur, le réel. J'avoue franchement qu'effectivement, ce que va pouvoir apporter un réalisateur, ça peut effectivement relancer la saga. Et ça, c'est indéniable pour moi. Ben, la question, et ça, je veux dire, elle s'adresse à tout le monde, et Yann, tu répondras après Jean-Jacques, et tu peux répondre à la question que j'ai posée. Est-ce que vraiment, à ce stade-là, la saga a-t-elle vraiment besoin d'être relancée? Parce que bon, qu'elle ait eu Ah besoin d'être oui. relancée en 89, après les 6 ans d'absence liés au procès entre la MGM et Anne Production, bon, on va pas revenir dessus. Je veux dire, oui, il y avait un besoin de relance. Mais aujourd'hui, et même après l'ère Brosnan, est-ce qu'il y avait vraiment un besoin de relance? Aujourd'hui, moi, à titre personnel, je ne le pense pas. Yann, je te laisse la parole. Alors, Oui, Ouais, excuse-moi, je prends ça très rapidement, mais après l'ère Craig, qui a porté un personnage très sombre, très violent, oui, il faut quelque chose de nouveau. Faut relancer ça. Et je pense que c'est crucial, c'est important. Pour moi, c'est le personnage, c'est l'acteur lui-même qui peut-être fera la différence. d'accord. Donc, Yann. bah, l'ère Daniel Craig avait besoin de relancer le personnage parce que, de l'aveu même des producteurs, il ne pouvait plus se permettre de faire un James Bond trop léger et trop bande dessinée dans un monde post-11 septembre. Et, Oui. et toutes les grandes figures, que ce soit Batman, même une partie des super-héros, s'inscrivent dans cette logique de rationalisation. Et le cinéma de Christopher Nolan s'inscrit là-dedans. On va tout expliquer, tout rationaliser dans un monde beaucoup plus réaliste, froid, dur. Donc la fantaisie, quelque part, le côté fantaisie de Bond, de l'incarnation cinéma de Bond, n'a plus trop de valeur dans cette période-là. Ouais. Elle n'a plus trop d'intérêt. Donc je Elle est, pense qu'on elle est va encore un aller. peu présente, la fantaisie, quand même, je trouve, dans les Craig. Il y a quand même Enfin, faut pas oublier que Casino Royale, c'est une adaptation relativement fidèle du roman. Oui, Oui, c'est vrai. Et il y a non, pas mais mal quelque part, d'événements qui se passent durant le. on va revenir à la source littéraire enfin, il était revenu à une source littéraire plus dure. Ça, je Mais il pense est que Pierre violent, il est violent. Et, ne va et pas me Bond qui contredire va là-dessus. empêcher le sabotage du prototype Skyfleet, bon, on n'est pas dans l'ultra-réalisme, pour le coup. C'est quand Oui, même non, la scène de là, on Non, est mais la fin d'accord. de ça Minuit. évoque quelque chose de connu. Skyfleet, c'est l'Airbus A380. C'est Oui, quelque chose Bien sûr. Mais on a encore ce qui parle côté au un peu public. super-héros qui est là, qui va empêcher qu'une catastrophe se produise. Donc cette fantaisie-là, elle est quand même présente de façon peut-être un peu plus mature, effectivement. Oui, une Euh, nature on, on est. et concrète, plus Ouais, réaliste, plus dans tout à le fait. côté un petit peu plus die-hardesque, on va dire. Ouais, c'est Mais dans l'air du temps. oui, voilà, quelque chose de plus réaliste, exactement. Et puis, mais après, comment dire, je perds un peu le fil de la question. Ta question, alors, c'était à la fois vers quoi on va Oui, tendre ou vers quoi le on tend, réalisateur. etc. Le Et réalisateur. tiens, pendant que tu fais une courte pause, Malco nous signale un truc sur le chat et c'est vrai que c'est très intéressant. Il nous dit, perso, je trouve aussi que l'on peut faire simplement un film sans faire compliqué et sans se poser de questions. on est d'accord. Voilà. Là, on est Malheureusement, oui, d'accord. c'est plus trop dans le. Je suis d'accord avec lui. Ça, c'était valable pour l'incarnation cinématographique d'avant.
Maintenant, comme l'avait dit une fois lors d'un live qu'on avait fait avec Julien, comme l'avait dit Magali, il a quelque part cessé d'être Bond a cessé d'être un personnage pour devenir une vraie personne, notamment dans le dernier film. Oui, Ta phrase avait tout résumé, c'était génial. bien C'était sûr. génial, Magali. Et maintenant, est-ce que Oui, mais le est-ce que public a envie justement, on a, de revoir ça? en voulant impérativement changer de paradigme, on n'est pas tombé quelque part dans l'excès? Oui, Peut-être. à mon avis, oui. À mon avis, oui. Et je pense que si on mettait un réalisateur comme Christopher Nolan, ou comme des cinéastes très marqués comme lui, Comme, comme comme Terrence Malick, Tarantino, par exemple. oui, non, mais ça serait pas Voilà. possible. On dénaturerait complètement. Je suis pour l'apport de la patte d'un cinéaste, mais qui arriverait à plier sa créativité au service de Bond et pas dénaturer pour travestir Bond par sa propre Oui, cinématographie. bien sûr. Et un cinéaste comme Tarantino ferait du Tarantino avec le personnage Ouais, de non, Bond, moi, à mon Tarantino, humble avis. honnêtement, j'ai jamais été. Bon, j'aime beaucoup le réalisateur, j'aime beaucoup ses films, mais c'est pas du tout adapté à un James Bond. Non. Et d'ailleurs, à part- C'est J'aimerais. pas familial, et hein. d'ailleurs, je prends un Ah, je serais engagement curieux. en cette fin d'année 2023. À chaque live où Julien sera présent, je mettrai un point d'honneur à citer Terrence Malick. Voilà. C'est très gentil. Bien vu. Mais vous Et juste seriez, pour terminer sur cette vous seriez partie-là. surpris de ce qu'il pourrait Ouais. apporter à la saga. Non, mais D'accord. disons, tu ne verrais pas un Bond, tu verrais un Malik avec Bond. Et ça Oui, Oui, serait, clairement. ça Après, serait il y a pas la mise en autant. scène et le scénario. Il y a sont deux choses différentes. Il y a la façon dont le Exactement. film est écrit et Ah, la façon dont il est réalisé. Et tous les réalisateurs n'écrivent pas forcément les films. Bon, pour Nolan, c'est le cas, mais bon, Bien pour les sûr. autres, c'est pas le cas. C'est oui. pour ça que quand on dit, par exemple, que Mendes a complètement foiré son passage sur Spectre, Non, je suis pas tout à moi, fait je suis d'accord pas parce qu'au d'accord. niveau de la mise en scène, je trouve que le film est plutôt, il se tient. C'est vraiment au Bien niveau de sûr. l'écriture et Moi, notamment honnêtement, le Spectre, dernier c'est. tiers qui Et est je le dirais, calamiteux. et c'est vrai que on me tire souvent un boulet rouge dessus. Ben, je trouve que Spectre est un bon film. Voilà, il fait Mais le job. C'est un film de divertissement, il fait le job. Les Bah, deux les, premiers ré- C'est tiers pas le sont meilleur, mais réussis, on je est suis d'accord. d'accord. les réalisateurs ont tous participé, Ouais. contribué plus ou moins au scénario. Bien Que sûr. ça soit John Gale, Oui, que ça soit Martin évidemment. Campbell, Ouais. tous intervenus. Fukunaga, il est intervenu sur le scénario, il a Un travaillé peu dessus. trop C'est pas d'ailleurs. lui Tout à fait. c'est pas Mais le sur la trame scénariste. principale, c'est quand même les scénaristes qui s'occupent du gros. Voilà, c'est la trame principale. Mais Bien après, sûr. eux, ils ont tous travaillé sur le scénario, ils ont tous apporté leurs idées personnelles, leurs suggestions, etc. Donc, On va Est-ce faire, que, messieurs, on va faire une courte pause et on revient dans 2 petites minutes. Nous revoici. Donc, Yann, tu avais la parole et tu étais en train de nous parler de l'apport de Christopher Nolan, etc. Je te relaisse la oui, parole là où tu t'es arrêté. ça marche, merci. Non, bah pour Nolan, je pense que oui, son cinéma serait peut-être trop marqué de son empreinte. Ce que je voudrais juste, c'est peut-être revenir. Je voudrais pas un faiseur, je voudrais pas un simple faiseur, mais un gars comme Terence Young été un très bon artisan, c'était un technicien, mais il a apporté, peut-être pas visuellement, mais il a apporté quelque chose d'autre. Pour moi, il a façonné, pas que pour moi, hein, mais il a façonné Sean Connery Oui, avec ses goûts bien et sûr. il a beaucoup contribué à la création du Bond cinématographique, à l'icône, à l'image tel qu'on se l'est défini, quelqu'un de racé, mais qui a un certain goût pour l'amour des bonnes choses, un épicurien, mais quelqu'un de sophistiqué en même temps, et Mais puis une nervosité quelque dans la mise en part, scène. moi, la question que je peux te poser par rapport à ce que tu dis, ce qui est juste au demeurant, mais est-ce que finalement, c'est pas tant lié à l'apport de Ian Fleming qu'à l'apport de Terence Young? Parce que, je veux dire, bon, parmi les membres fondateurs, c'est vrai qu'il y a Terence Young qui a eu un apport, mais absolument incontestable, et sans doute incontesté. Mais à côté de ça, c'est vrai que dans les premiers James Bond, tu as aussi l'apport de Maurice Binder, de John Barry, de Peter Hunt, de Ken Adam, etc. Donc je pense que c'est pas lié à un seul homme, c'est lié Non. sûrement à plutôt une équipe. Même si Terence Young, cela dit, a eu un apport incontestable sur la manière dont Sean Connery a abordé le personnage. Et c'est vrai que je préférerais qu'on enlève un peu ce côté autorisant et qu'on revienne à un travail d'équipe. Voilà, clairement. Tout à fait. Et t'as pas cette liberté quand tu as un cinéaste aussi lourd qu'un Nolan
ou qu'un Tarantino. Après, ça n'est que mon opinion. Mais après, bon, je veux dire, et tiens, je vais entendre Emmanuel à ce sujet-là. Est-ce que finalement, aujourd'hui, la tendance que devrait prendre un James Bond, c'est pas tant le choix d'un réalisateur, tant le choix d'un acteur, mais ça serait surtout revenir à des vraies qualités d'écriture, comme c'était à l'époque le cas avec l'écriture de Michael Wilson, de Richard Maybon, Richard Maybaum. peut-être d'une certaine manière de Tom Mankiewicz pour les dialogues, et je parle bien des dialogues, ou par exemple d'un Christopher Wood avec les deux scénarios qu'il a écrits pour L'espion qui m'aimait et Moonraker. Ah, clairement, bah, de toute façon, on en parle suffisamment sur les conversations qu'on peut avoir, sur la qualité de l'écriture de certains films, et au contraire, le fait que d'autres soient particulièrement mal écrits. Et c'est vrai que ce qu'on peut reprocher, par exemple, à un film comme Spectre, c'est le fait que sur la thématique de la surveillance de masse, il y avait un truc génialissime à faire, et qu'ils en font pas grand-chose finalement, parce que tu as un climax qui est complètement flingué avec cette histoire de pseudo-lien fraternel entre Bond et Oberhauser, et qui te donne un final qui est complètement raté, en fait. On est Ouais. S'il y a d'accord. des gens, Et, s'il y a des Et gens qui là, aiment le final de Spectre, manifestez-vous, ça m'intéresse, parce que justement, moi, ce final, je ne l'ai pas compris, en fait. non, moi non plus. Et paradoxalement, sur une thématique similaire, sur la surveillance de masse, un blockbuster énorme comme Captain America, le soldat de l'hiver, était presque plus Ouais, pertinent. C'est dingue. c'est vrai. Et moi qui suis pas très fan de Marvel, celui-là, je l'ai vu, Le Soldat de l'hiver, et je l'ai trouvé excellent parce que tu as un vrai film d'espionnage. C'est Oui. super bien foutu. J'ai été très agréablement surpris devant ce Et film même en dans me les disant, mais en thématiques fait, du c'est. scénario, pour un film Disney Marvel, c'était Ouais, presque étonnant. c'était quoi? C'était 2014, un truc comme ça. C'est un film qui est super bien écrit, je trouve, par rapport à ce qu'il développe. Et on n'est pas trop dans ce côté super-héros où ça va partir dans tous Non, les sens effectivement, ouais. avec des On est batailles d'accord. titanesques et tout. Non. Et puis T'es ça presque sur évoque, un. ouais, ça évoque en filigrane le Patriot Act de Ouais, l'administration Bush. Et t'es presque sur un James Bond par moment. Tu ouais, trouves des touches bondiennes dans ce film que t'as pas forcément sur certains autres Bonds dans leur climax. Et c'est ça qui est assez surprenant. Donc c'est ouais, vrai. je suis tout à fait d'accord avec ce Et parallèle. ils vont plus loin que Spectre sur une thématique similaire, paradoxalement. Ouais, Et c'est dommage. peut-être. C'est dommage de se dire que la saga d'espionnage de référence n'a pas été capable de pousser le concept à son paroxysme. Et On est c'est d'accord. hyper regrettable parce que franchement, c'est ce que je disais lors du live sur Skyfall la dernière fois. Spectre, c'est un film, ses deux premiers tiers, il, s- il est presque inattaquable, hein. Tu peux pas dire que ce soit un Bond complètement raté qui te développe des thématiques sans intérêt et tout. Non, tu as vraiment envie de savoir où tu vas avec cette intrigue, avec ces personnages et tout. Et là où il fallait vraiment faire en sorte que ça soit confirmé, c'était le climax. Et il est complètement raté. C'est donc là pour le coup, ouais, les choix d'écriture, et là, je vais même pas incriminer Purvis et Wade, dont je suis pas très fan en règle générale, Ouais, parce que je pense que c'était vraiment Michael Wilson qui a donné le là bien avec cette sûr. histoire Oui, non, mais Apparemment. ça, c'est une notoriété publique, hein. Tout le monde le Ouais. sait aujourd'hui, Apparemment. que les erreurs, les errances scénaristiques de Spectre sont liées en partie au choix de Michael Wilson. Ouais, clairement. Et pour mourir peut attendre, en fait, c'est bizarre parce que tu vois, il y avait cette histoire avec Héraclès qui était bon, qui était pas passionnante, mais qui aurait pu être un fil conducteur intéressant au niveau de la mission de Bond, même si c'est une mission, on va dire, pas très officielle, en solo. Mais c'est pareil, quand on est sur l'île de Safine à la toute fin, bah, quand Safine dit à ses sbires, je voudrais pas faire patienter nos acheteurs, un truc comme ça, d'accord, mais développe. Qui sont ces acheteurs? C'est qui? Est-ce que ce sont des entreprises pharmaceutiques véreuses? Est-ce que ce sont des militaires, des représentants gouvernementaux? Il y avait un truc à faire de contextualisation qui aurait pu rendre les enjeux du final très intéressants. On est d'accord. Et ils l'ont pas fait. Donc c'est Bien ça qui est sûr. un peu dommage. Et Donc tous ces choix d'écriture-là, ouais, je pense que pour répondre à ta question, José, ils sont cruciaux. Donc il y a une vraie qualité dans la narration, dans l'écriture. Pour moi, c'est la pièce maîtresse d'un film réussi. Et justement, tiens, je viens de m'en rendre compte à l'instant, là, depuis 20 minutes, on est en train de, finalement de resynthétiser un petit peu les grands débats qu'on a eus durant l'année 2023, dans les C'est vrai. différentes lives directs du mercredi, etc. Et on va finir l'émission, et je vais poser 3 questions, peut-être 4, s'il nous reste suffisamment de temps. Là, on a à peu près encore 20 minutes d'émission, et après, on va clôturer pour cette année 2023. Et je vais revenir un petit peu sur les grandes thématiques qu'on a abordées cette année. Et je vais poser une question à Pierre en particulier, à Jean-Jacques et à Magali. Et la première question va s'adresser à Magali, puisqu'on synthétise quelque part involontairement les grands thèmes de l'année qui vient de s'écouler. Euh,
On se rappelle tous qu'il y a quelques mois, on a fait une émission spéciale, une émission féminine, 100% féminine, où il y avait que des nanas à l'écran. Et justement, dans cette volonté d'orientation de la saga, Magali, toi, comment tu vois l'avenir des femmes au sein de la saga? Après les évolutions dont vous avez parlé cette année, avec les années 60, 70, 80, 90, où le rôle des femmes a été de plus en plus prédominant, où on est passé d'un rôle purement décoratif, quelque part, même si le terme est très péjoratif, à quelque chose de plus construit, de plus travaillé, où finalement, les nanas, finalement, ont même quasiment aujourd'hui, d'une certaine manière, plus d'importance que Bond lui-même. Toi, est-ce que tu veux qu'on continue dans cette voie-là, ou qu'on revienne un petit peu en arrière, ou qu'on aille carrément vers autre chose? Autre chose restant naturellement à définir. Honnêtement, rester au même niveau, c'est pas mal. Après, on va dire, déjà, on a eu Judi Dench en M. Voilà. Oui, Après, ouais, tant que ça reste des égales et qu'effectivement, il y a plus ce côté pot de fleurs ou oui, juste pour meubler, voilà, c'est qui est qui est tout simplement de la substance, quoi, qui est vraiment des personnes, enfin pas des personnes pour le coup, mais des personnages, quoi, bien sûr. qui est une Mais base, qui soit écrit. dans le même sens, est-ce que tu serais partisan de revenir un petit peu à ce qui a déjà été fait avec, avec Mourir peut attendre, remettre carrément un égal féminin quasiment à 50-50? Ouais, alors j'ai envie de dire légal, je le vois plus en Vesper, mais ça c'est encore un autre débat. Oui, Mais voilà. clairement, l'idée c'est juste que voilà que chacun ait sa place et qu'elle soit définie et que chaque personnage ait droit à un peu de développement. Je pense que ça sera le plus important. D'accord. Et une autre thématique qu'on a abordée cette année, et ça on va l'aborder avec Pierre parce que je sais que c'est son grand truc. Comment tu expliques, Pierre, que cette année, et on va dire les 3 dernières années, comment tu expliques que le héros littéraire a plus d'actualité et est plus vigoureux aujourd'hui que le personnage cinématographique? Parce qu'on a vu que les romans de continuation, ça redémarre plein pot. On a pas mal de sorties littéraires. On a Charlie Hickson qui a écrit un roman. On a Les bandes Kim dessinées. Sherwood qui a sorti ses livres, etc. Comment tu La bande expliques que dessinée. en Europe en particulier et aux États-Unis où le personnage littéraire de James Bond n'a jamais été vraiment je dirais pas qu'il n'a pas été plébiscité, disons qu'il n'a jamais eu le succès qu'il méritait. Comment tu expliques que le personnage littéraire soit aussi vivace, aussi important et aussi présent dans l'actualité, là où le personnage cinématographique actuellement ne l'est pas? Bah, c'est pas en France en tout cas, hein. Déjà, ils ont fait d'autres choix. Euh, le personnage cinématographique, ils ont fait le choix de le tuer. Alors, pour moi, c'est pas un problème. Moi, je reprendrai la phrase de Francis Lacassin, qui est un très grand spécialiste de la BD et des personnages populaires. Dans la préface des œuvres de Ian Fleming, il écrit: les héros ne meurent pas, ils attendent dans l'espérance de leur retour. Hmm. Donc, les héros ne meurent pas. Tu peux les tuer, on s'en fout, ils reviendront. Tu peux tuer Tarzan, il reviendra. Tu peux tuer Arsène Lupin, il reviendra. Tu peux tuer James Bond, il reviendra, on s'en fout. Donc, il faut arrêter d'être traumatisé par ça. Ils reviendront. C'est pas un problème. Maintenant, je pense que, alors, personnage cinématographique, du coup, on sait que quelque part, il y a des problèmes avec Amazon, c'est un peu compliqué, etc. Donc, ils sont coincés. Donc, ben, et du coup, il n'y a rien. Par contre, effectivement, le personnage littéraire, alors, justement, je suis en train de lire le livre de Mark Ecklitz qui raconte un petit peu l'histoire des romans de continuation, où il explique que ça a été très compliqué au départ. Ouais. Quand D'ailleurs, tiens, je te coupe, on fera une émission spéciale roman de continuation début 2024. Voilà. voilà, c'est très bien. Alors, quand ils ont voulu sortir Colonel Nelson avec Kingsley Amis, il a fallu se battre avec Peter Fleming, donc il faisait partie quand même de Bill Rose. Ouais. Il a fallu se battre avec Anne Fleming, qui était complètement opposée. Ça a été une guerre, et donc il y a eu très peu de romans. À partir du moment où Anne Fleming est décédée, elle est morte en 81, il y a eu des romans, et après, il y en a quasiment eu tout le temps. Donc, c'est aussi parce que il y a de la vigueur, et puis parce que finalement, c'est l'origine, le personnage littéraire.
Il y a des auteurs qui reviennent en arrière et qui vont faire comme William Boyd ou comme Horowitz. Horowitz, etc., qui vont faire des choses dans le passé. Il y en a d'autres, ben non, au contraire, ils font un bond contemporain. Euh, Hickson, On His Majesty's Secret Service, ben, ça se passe au moment du couronnement du roi, etc. Donc finalement, c'est aussi parce qu'il y a une proposition et qu'ils ont envie de faire des choses et de proposer des choses et ça sort. Et finalement, ben, ils se rendent compte qu'il y a du public pour ça, il y a des lecteurs pour ça, sauf dans les pays francophones. Mais finalement, pour moi, c'est parce qu'il y a une force de proposition alors que là, je ne crois pas du tout. Là, je vois sur le chat, il y en a qui disent, ouais, il n'y en aura pas, Bond 26, c'est fini, attends, Bond, il n'y en a plus, vous ne verrez plus jamais James Bond. Bon, oiseau de mauvais augure, on va se tirer une balle à la tête. Mais du James Bond, il reviendra, c'est pas un problème. Je ne sais pas dans combien de temps, mais James Bond au cinéma, il reviendra. Simplement, là, effectivement, comme ils disent, ben, il faut qu'on recrée le personnage. Moi, je dis toujours, il faut pas que ça soit, il faut pas revenir, il faut aller vers l'avant. Il faut pas revenir, il faut pas être dans le passé, il faut pas être dans la nostalgie. Moi, ce que je veux, c'est que le Bond qu'on verra dans l'avenir soit le Bond de son temps et le Bond qui correspond aux attentes du public. Et le Bond dans 3, 4 ans, je ne sais pas ce que c'est. Parce qu'aujourd'hui, les blockbusters, ils sont en train de se poser des questions parce qu'il y a un problème. Oui. Les Marvel, ça marche plus trop. Non, Mission il marque le Impossible, pas. hein? Pardon? Les Marvel marquent le pas, les gros Voilà. blockbusters, les grosses licences commencent Pour moi, à donc freiner ils sont contents. ouais. Et je Donc, suis sûr que les producteurs vont profiter de ce laps de temps pour redéfinir effectivement le personnage parce qu'ils voient que le public, les goûts du public changent. le goût du D'accord. public change et le public se lasse. C'est aussi parce qu'on a eu 12 Marvel par an. Enfin bon. Ouais, bien sûr, Mais, bien sûr. mais moi, ce que je veux, c'est que ce sera voilà, le Bond du futur, ça sera le Bond de demain, pas le Bond qui a 20 ans ou 25 ans. Bien sûr. C'est celui-là Mais qui c'est pour ça que correspondra au goût du public de demain. Mais le format littéraire, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il te permet de revenir. Le format cinématographique, ça n'aurait pas de sens, en fait. Il faut que, comme tu l'as dit, Bond soit le reflet de son époque. Mais le format littéraire te permet justement de naviguer entre les époques. Ça a choqué personne quand William Boyd a fait son solo qui se déroule en 69 avec un Bond qui se pose des questions qui est en pleine crise de la quarantaine. Ça a choqué personne quand Horowitz a décidé de faire de Déclic mortel un séquel de Goldfinger quelques heures après les événements de Goldfinger. Enfin Bien voilà, sûr. ça on peut le faire sur le plan littéraire, ça fonctionne, ça a du sens. Sur le plan cinématographique, ça n'aurait pas de sens de revenir à un Bond des années 60, 70. Ouais. Ça Bah, fonctionnerait en pas. plus, comme on l'évoquait dans une des dernières émissions, en plus, il y a une considération financière. Faire une reconstitution des Oui, en 50 ou plus. 60, ça a un coût quand même qui est quand même considérable. Quand on sait par exemple que Mourir peut attendre a coûté 350 millions de dollars, j'imagine si on transposait un James Bond aujourd'hui avec les moyens qu'on leur connaît, dans les années 50 ou 60, on serait sur un film qui serait carrément de la débauche Ah, de ça budget serait le de budget dollars. d'Avatar. Voilà. Donc Oui, ça, C'est c'est ça, ouais. Avatar. je veux dire, Ouais, ce serait un honnêtement, je ne budget crois par pas réuni. qu'aujourd'hui, vu la conjoncture, il y ait un studio qui soit prêt à débourser 400 ou 500 millions de dollars pour un film. Ah, d'accord. Clairement. puis, ça Mais c'est serait. pour ça que pour répondre à ta question, bah, en fait, finalement, le fait que les romans soient publiés, on va dire pas en quantité industrielle, mais qu'il y ait quand même beaucoup plus de Bien production sûr. qu'au niveau des films, c'est le fait que Ian Fleming Publications se pose pas de questions. Eux, ils sont pas là à se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va orienter notre politique sur les prochains romans. Ils prennent un auteur qui les intéresse. Si cet auteur a une patte, qu'il est capable de s'emparer de l'univers de Bond, de respecter le travail de Fleming et de créer une intrigue intéressante, qu'elle se passe dans les années 50, 60 ou aujourd'hui, ça pose pas de problème. Pour les films, on peut pas faire ça. Bien sûr. Bien Donc, sûr. On est d'accord. Puis l'offre est trop généreuse en ce moment. C'est orgiaque. Effectivement, il y a 15 ouais. Marvel par an. Bien sûr. Il y a trop de films. Que ce soit même pas sur grand écran. Il y a aussi maintenant, il y a des gros films d'action sur juste Netflix. Chaque plateforme a son blockbuster. Bien Donc sûr. Ouais. Tout à fait. maintenant, Bond n'a plus assez de relief. Il ne peut plus offrir suffisamment de relief. Et donc, il faut qu'il crée la demande. Il faut qu'on ait envie de lui. Il Et faut qu'il justement, ça pourra peut-être appeler une dernière question pour clôturer cette émission. Et troisième question, avant de passer à Julien, je vais adresser une question à Jean-Jacques.
Au moment de la sortie de Mourir peut attendre, parce que je sais que c'est ton grand thème, au moment de la sortie de Mourir peut attendre, on a évoqué, et la presse spécialisée a évoqué, un éventuel retour de Lotus Cars pour apparaître dans les Bonds. On sait que dans Mourir peut attendre, il y a des Aston Martin d'hier et d'aujourd'hui qui sont apparus. Quel avenir automobile pour James Bond? Voiture électrique, retour de Lotus, retour de marques qu'on a déjà vues précédemment, comme BMW, etc. Comment toi tu envisages l'avenir et qu'est-ce que tu souhaites pour l'avenir? Bah, sincèrement, ouais, enfin, la DB5, il serait peut-être temps, franchement, de la mettre au garage, quoi, parce que il y en a marre. On a saturation. Sacrilège! Mettons, non, pas du tout. Non, je Il y a déconne. d'autres modèles qui sont superbes. Franchement, la V8 Vantage, elle était magnifique. Oui, non, C'est c'est vrai. dommage. Maintenant, non, la Lotus, je vois pas de modèle Lotus à l'heure actuelle qui me tenterait vraiment. Si, peut-être l'Elise. Mais sinon, non, il y a rien. Enfin, les voitures électriques, non. Enfin, après, c'est pas trop le type de modèle, mais ça serait peut-être par rapport au scénario. Parce que bon, la voiture, enfin moi je suis pas branché voiture électrique, donc je suis pas vraiment objectif de ce côté-là. Moi j'aime bien quand sentir le pétrole, c'est autre chose, hein. Bien On sûr. vit, il y a une odeur, il y a un son, il y a quelque chose, il y a une âme. Maintenant, non, je sais pas. L'avenir dans les voitures, dans Bond, je sais pas. McLaren peut-être, peut-être McLaren, ouais, ça serait pas mal. Bentley. Mais, ouais. Bentley comme à l'époque de John Bentley, Garner. ce serait génial. Ouais, mais Bentley, je ce sais serait pas. génial. Oui, par rapport au roman, on est d'accord. De ce côté-là, ça serait superbe. Attends, mais il y a des Mais Bentley là, qui je sont sais sortis pas. ces dernières années qui sont magnifiques, hein. Bien sûr. Pardon? Il y a des Bentley qui Ça, c'est sont sortis Bentley. ces dernières Ah, on est années. d'accord. On est Superbes, d'accord, hein. mais je sais pas. Bah, ça dépend peut-être du scénario, de l'histoire. Ça peut être intéressant, je sais pas. Ça sera à voir. Tant La est qu'il y a Lotus, elle pouvait s'imposer de par sa ligne parce que Canadam, il trouvait matière Exactement. à détourner sa ligne pour en faire quelque Ah bah chose oui. dans une scène qui est devenue iconique. Enfin, Ah, cela dit, mais- paradoxalement, tu parles de Et ça Ken relevait Adam de la et le fantaisie choix de l'époque. Et c'est vrai, tu as raison, Yann. Ken Adam, il a été pour beaucoup dans le choix de la Lotus Esprit dans L'espion qui m'aimait. Mais je veux dire, Peter Lamont aussi n'a pas été opposé au retour de Lotus en 81 dans Rien que pour vos yeux, hein. Mm. On Bon, est parce que d'accord. il y avait Mais une question de thune aussi, ça on est d'accord. On est d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau. Enfin, après, c'est juste primaire, mais au niveau esthétique, la Lotus Esprit, c'est un summum. Mais bon, ça, je suis pas objectif parce que j'adore cette voiture. Donc, Bien sûr, bien sûr. après, donc, c'est pas évident. Et J'avoue, accessoirement, le franchement. film. Ah, bah oui, aussi. Accessoirement, juste. Bah, je l'ai pas vu ce week-end encore. Je le verrai pas le week-end prochain. Donc, Ah ça merde, va. alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je Jean-Jacques! suis un peu fébrile. Jean-Jacques, Non, Jean-Jacques, non, t'as pu reparler. mais bon, c'est vrai que par contre, oui, la V8 Vantage, moi, j'aurais préféré la voir, même par rapport à la Vanquish. Enfin, la Vanquish, c'était pas mal. Mais bon, ouais, la DBS dans Casino Royale, elle est splendide. Ouais, Et bien sûr. là, Bah, de toute façon, et- je pense vraisemblablement que Aston Martin sera encore partenaire de Bond 26, comme le sera Omega, etc. Et une dernière thématique qu'on a abordée un petit peu en substance dans les dernières émissions, et là la question s'adresse à Julien, qui d'ailleurs doit être en train de choisir le film de Terrence Malick qu'il va regarder. Euh, Quelle évolution sociologique pour James Bond? Vers quoi James Bond doit-il tendre? Parce que je sais, Julien, que tu t'intéresses énormément à la sociologie, etc. Est-ce que Bond doit suivre les grandes tendances sociétales de notre époque? Est-ce que Bond doit devenir végétarien? Est-ce Ah non. que, voilà, est-ce que Bond, selon toi, doit suivre les tendances sociologiques de l'époque? Déjà qu'il fume plus. Oui, ça, bon, Oui, mais ça, ouais, c'est pas une tendance juste. sociologique, Ça, ça. c'est le truc, au risque de jouer les puristes, et pourtant je suis pas fumeur, mais ça, c'est le truc que je trouve vraiment dommage. Mais Le dernier, c'est c'était Dalton, pareil. et quand tu vois Dalton, la clope au bec, enfin, vraiment, il T'as de la inspire la classe et c'est bon, quoi. Oui, Brosnan aussi a fumé le cigare dans ses Ouais, films. mais ça, c'était pour un placement de produit. Oui, ouais, exactement. Parce que ça n'en était pas avant. Si, bien sûr que c'en était. C'en Le placement de était, mais produit on va pour dire Marlboro que dans quand Moonraker, tu- il est évident. Et je vous rappelle à toutes Ouais, les mais- utiles que fumer est dangereux pour la santé. Évident. Ouais. C'en D'accord. était, mais quand tu lis Fleming, c'est vrai que tu te dis que la clope est presque un personnage, quoi. Bien sûr. Et aujourd'hui, Euh, bon, avec le Hollywood actuel, c'est juste impensable. C'est impensable.
C'est clairement. Mais Pourtant, moi, moi t'as qui ai des pubs jamais pour des fait, alcools à l'appel. moi qui Bah, ai jamais la fumé question de est ma vie, extrêmement intéressante pour le coup. Pour moi, le personnage doit comme rester ce qu'il est, et Ouais. je pensais tout simplement peut-être le regard sur le personnage peut un petit peu changer, pour justement peut-être le voir un peu comme entre guillemets un anti-héros. Ouais. Ce que j'aimais beaucoup, c'est justement ce qui pouvait lui être reproché sur sa conception des femmes, hein, ne serait-ce que dans GoldenEye. Et pas forcément que le personnage change, c'est plutôt que la société doit peut-être le regarder peut-être un peu différemment, avec des remarques justement du staff ou autres. Ah. Mais pour moi, le personnage ne doit pas être dénaturé en profondeur non plus. C'est-à-dire, en fait, ce que tu es en train de nous dire, le wokisme ne passera pas par James Bond. Bah, le gros problème, c'est que ça fera énormément mal au personnage. Après, Euh, perso, ah, c'est pas tant le wokisme qui est chiant, c'est la cancel culture. Oui. mais les gens confondent tout. Ils mettent Oui. MeToo, wokisme, ils mettent tout dans le même panier, ça n'a rien à voir, quoi. D'accord. Non, Est-ce que ouais, ce serait pas plutôt un contre-pied de faire justement le Bond d'origine? Ouais, C'est-à-dire, Ça serait pas oui, mal. c'est-à-dire Jean-Jacques, d'origine. ça serait peut-être une bonne idée, mais est-ce que ça serait pas un petit peu contre-productif? Est-ce que ça ne Ah, ferait pas ça ne ferait pas fuir, pardon, ouais. les plus jeunes générations? c'est Ouais, possible. Qu'est-ce que t'appelles le bond d'origine, Jean-Jacques? Bah, le fait de simplement, enfin, c'est vrai que au niveau des femmes, on est d'accord qu'il a été excessif, mais le fait de boire un verre, de fumer une cigarette, ouais, c'était pas non plus la fin du monde. Et donc Ah, peut-être ça oui. de ce côté-là, ça peut être intéressant. Alors, on est d'accord par rapport à la fin, le respect des femmes. Alors, on est d'accord qu'il y a des scènes qui seraient, enfin, moi-même maintenant, quand je vois Relation Goldfinger, tonnerre, quand il met la main aux fesses, je me dis, Ouais. mais ouais, c'est impensable maintenant. Bien Mais sûr. par contre, le fait de fumer une cigarette ou boire un verre, bon, je sais pas, quoi. Bah, Je sais boire un pas. verre, bon, ça a été conservé, puisqu'il paraît qu'il y a une étude qui montre que le bond de Craig est le plus alcoolique de Ah, tous. ça C'est aussi, vrai. j'ai lu. Ah, et c'est vrai. Oui. Déjà que l'état du foie de celui de Brosnan n'était pas terrible d'après les analyses, alors celui de Craig, je préfère même pas imaginer. Bah, c'est Ça se trouve, niveau c'est de ça qu'il est mort. héroïne. Ça Niveau se trouve, héroïne. il est mort d'une Et de, cirrhose, on ne sait pas. et de ce côté-là, c'est un petit peu limite parce que quand tu vois la taille des verres de Craig, franchement, moi qui ai l'habitude de boire la vodka martini, ouais, si j'en prenais comme lui le fait, bon, ça m'inquiéterait pas du tout, hein, parce que moi, je bois beaucoup plus que lui, hein, donc bon. Ah bah, Oula. tu supportes mieux que lui, en fait. Bah écoute, moi je pense que Je vous Jean-Jacques rappelle, devrait je vous postuler rappelle pour le prochain après bond. que fumer nuit gravement à la santé, je vous rappelle que Wow. l'alcool est à consommer avec modération. Voilà. Et Mais après, j'ai pas vu tu t'étonnes de modération ne chez pas moi. conduire de Lotus. Jean-Jacques, tu t'étonnes de ne pas conduire de Lotus avec missile incorporé? Ah, Non, mais par contre, le crime de lèse-majesté, quand on voit Craig faire un cul sec avec Silva sur le Macallan 50 ans, ça c'est un truc, je Ouais, comprends c'est pas. clair, ouais. ouais, franchement, c'est. Ouais. Ça, c'est Mais c'est un subtil. manque de 50 respect ans, quoi. évident, ouais. Ça, franchement, c'est pas le Bond que je connais, On est d'accord. qui aurait pris le temps de savourer les effluves, etc. Et qui là, non, là, il te le prend. Bon, Ouais, alors enfin, d'accord, il est d'un pressé. autre côté, à ce moment-là, il est peut-être à deux doigts de mourir. Donc, de toute façon, de le C'est savourer vrai. tranquillement ou Exactement. Ouais, mais ça aurait été impensable dans un roman de Fleming. on est Ah d'accord. non. Fleming aurait fait Non, un non, dans ça- paragraphe rien que sur la description du whisky. Ah, mais deux pages entières sur l'étiquette, sur la provenance, sur le numéro du bouchon, etc. Non, non, clairement. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est génial. Et comment il est fabriqué et où il est fabriqué. Exactement. Et, Et le fait que la distillerie a fermé en 1927, etc. Non, mais tout. et, C'est ça. tu vois, on est retombé sur une des thématiques que tu voulais aborder. On a fait que du placement de produits dans les 5 dernières minutes. Tiens, en plus c'est le hasard, ouais, Donc, parce que là, des marques, on en a cité, hein. Tu vois, ouais. On a, là, pour le coup, c'est raccord avec la réplique d'ouverture que tu mettais, commercialisée Avant Noël, ça fera un malheur. Bah, comme quoi, la Attends, la on magie nous a de pas dit Noël, le voilà, fil finalement, conducteur de l'émission, on donne des c'est idées de de cadeaux. donner Si vous ne savez pas quoi faire, offrez une Rolex ou une Omega ou une bouteille de Macallan 50 de d'âge. Bollinger. Voilà, donc comme vous voulez. Mesdames, Magali, Yann, Pierre, Emmanuel, Jean-Jacques, Julien, je vous remercie pour cette émission qui a duré finalement un peu plus que prévu, presque 1h30, avec 3 coupures. C'était la dernière de l'année.
Chers auditeurs, chères auditrices, ou chères auditrices, chers auditeurs, voilà, un petit peu de galanterie et un petit peu de préséance ne peut jamais tuer personne. Je tenais à vous remercier pour cette année qu'on a passée ensemble. D'ici la fin de l'année, naturellement, comme chaque année, vous aurez l'occasion de pouvoir visualiser nos vœux et qui seront diffusés le 31 décembre à 20h. Je tenais à vous remercier pour votre fidélité, pour les échanges qu'on a eus à travers naturellement cette chaîne, mais aussi le groupe. Je tenais à vous remercier de nous avoir suivis, de nous avoir soutenus. Merci à toute l'équipe avec laquelle je travaille au quotidien et avec laquelle nous travaillons ensemble. La liste est extrêmement longue. Les noms apparaîtront dans le générique qui va apparaître juste à la fin de cette émission. Je ne sais pas en ce qui concerne la chaîne ce que nous apportera 2024, peut-être plus d'abonnés avec des nouvelles thématiques, peut-être un nouveau film, peut-être un nouvel acteur, peut-être l'occasion de mettre enfin en place un projet qui me tient extrêmement à cœur, le bon daton, lors de la nomination du nouvel acteur. A priori, 6 ou 7 heures de direct avec différents intervenants qui vont se succéder, etc. L'émission est déjà prête, elle est dans mon esprit structurée, etc. Ça va être quelque chose de très difficile, mais quelque chose d'extrêmement plaisant. Je tenais à vous remercier, les personnes qui sont avec moi ce soir, mais surtout ceux qui nous font confiance, qui prennent le temps d'échanger avec nous, parce que justement, une communauté, quelle qu'elle soit, c'est important de pouvoir échanger, de pouvoir parler de notre passion commune et de la passion qui nous anime. James Bond, c'est un personnage qui ne remonte pas hier, qui a 70 ans de vie littéraire, 60 ans de vie cinématographique. La saga n'est pas terminée. Effectivement, il va falloir faire preuve peut-être de patience avant de voir le nouveau film. 2024 peut-être nous apportera une partie des réponses. Nous verrons bien et on aura l'occasion de revenir sur cette thématique-là durant l'année 2024 et en particulier, comme je l'ai dit, à l'occasion des vœux de fin d'année. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée. Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire, finalement, on n'a pas fait le tour de James Bond. Ah non, on est loin d'en avoir fait le tour parce que j'ai encore énormément d'idées qui ont été évoquées par les uns et les autres, des idées d'émissions. Il y en a au moins au bas mot, si je prends mon bloc-notes, au moins une quinzaine. Donc, je veux dire, James Bond pour moi est un sujet sur lequel on peut parler quasiment sans fin. On peut évoquer tous les aspects, on peut évoquer l'aspect technique, l'aspect littéraire, l'aspect cinématographique. On n'a jamais vraiment évoqué le domaine de la BD, on n'a jamais évoqué les jeux vidéo, on n'a jamais évoqué pas mal de thèmes. Je veux dire, je pense que dans 3 ans, si nous sommes encore là, nous aurons encore l'occasion d'aborder des nouveaux thèmes. Effectivement, on ne peut parler que de films, mais je veux dire, James Bond, ce n'est pas que les films, c'est aussi autre chose. C'est de la sociologie, c'est de la géopolitique, un thème que nous n'abordons pas souvent. Et là aussi, tiens, puisque Emmanuel est là ce soir avec moi, on va structurer une émission dans le courant du mois de février ou mars qui sera axée spécifiquement sur James Bond et la géopolitique, aussi bien dans les livres que dans les films, parce qu'il y a énormément à dire. Il va falloir s'entourer d'intervenants vraiment qui ont les épaules solides. On va travailler ça. Rome ne s'est pas faite en un jour, c'est bien connu. Voilà. Donc la chaîne a de l'avenir, le groupe a de l'avenir. On prend de l'abonné tous les jours, on prend le temps de discuter. Aujourd'hui, c'est une entité qui est totalement indépendante. On ne doit rien à personne. Et je veux dire, on a notre ligne éditoriale qui est la nôtre. Après, on aime, on n'aime pas. Vous êtes libre de nous rejoindre ou pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je tenais encore une fois à vous remercier toutes et tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis, quoi qu'il arrive, à l'année prochaine. Et naturellement, on aura l'occasion de se revoir à l'occasion de nos vœux. Et on a quelques chroniques naturellement dans les tuyaux d'ici le 10 janvier, notre retour. Que vous dire d'autre? Écoutez, passez une excellente soirée et passez d'excellentes fêtes de Noël. À bientôt. Bonne soirée.